pouvoir commencer cette masterclass effectivement intitulée Le dialogue partie prenante au service de la finance durable. Voilà, donc moi je suis Antoine Brachet. Pour me présenter très brièvement, je suis directeur associé de Bluenove, expert aussi sur les sujets donc d'intelligence collective, de mise en conversation et de dialogue partie prenante, parce que la conversation c'est au cœur du dialogue partie prenante. On travaille avec Veolia depuis longtemps sur beaucoup de sujets, dont effectivement plus un. Fanny, à qui je vais céder la parole à l'instant, qui est la source du projet Plus 1 pour quelques mots d'introduction. Fanny, la parole est à toi. Le sujet, c'est comment faire en sorte de se réunir, de mieux comprendre les enjeux parfois divergents de l'ensemble de ces parties prenantes pour travailler sur des sujets des entreprises ou des organisations, donc des sujets économiques, à l'acceptabilité de ces projets pour bien se comprendre, mais surtout à l'innovation, la transformation écologique, ça va vraiment nécessiter de transformer nos manières de faire, et notamment par ce dialogue et cette concertation. Et l'enjeu, c'est évidemment celui de l'impact durable. Chez Veolia, on va parler de performance plurielle, et on pense que cette performance plurielle, elle n'a de sens et elle ne peut se faire que si l'entreprise travaille avec et pour ses parties prenantes. C'est pour ça qu'on a conçu Plus 1, et c'est un dispositif assez expérientiel. Donc, au-delà des webinaires qu'on fait ensemble aujourd'hui pour garder le lien avec les parties prenantes d'origine, et c'est vous, merci pour votre fidélité, on est, nous, dans une dynamique d'action. Le programme s'appelle Plus simple pour une écologie en action. Et ce passage à l'action, il a été assez vite opéré chez Veolia, puisqu'on nous a proposé, nous on travaille de manière très transversale avec les équipes du groupe, à mettre ce Plus 1 dans des contrats. Et là, il s'agit vraiment de nouveaux modes de gouvernance dans les projets, dans les contrats. Et on a notamment un très beau contrat Arianeo dont on vous a déjà parlé. On travaille avec les équipes pour pouvoir mettre ça dans des appels d'offres. Donc, c'est un outil qui est très opérationnel au service du business pour penser dès l'amont la gouvernance des contrats ou des projets. On a mis aussi Plus 1 dans le dialogue social. On a Olivier Carlin qui est avec nous aujourd'hui, qui s'occupe de ce sujet-là. Donc, merci Olivier et la DRH de notre groupe qui nous a demandé de travailler avec eux pour moderniser le dialogue social et être vraiment dans une logique de coopération. On peut aller jusqu'à la co-construction et on l'a appliqué notamment à notre programme stratégique pour vraiment être dans une logique où on va engager les acteurs du dialogue social qui défendent les intérêts des collaborateurs. Et c'est vraiment extrêmement passionnant. Et là, on n'a qu'une catégorie de parties prenantes, mais ça marche très bien. Même si Plus 1, à la base, on cherche à réunir les 5 catégories. L'équipe stratégie, le COMEX de Veolia, nous a aussi demandé d'aller déployer cette méthode Plus 1 pour l'élaboration de notre prochain programme stratégique 24-27. Et donc, ouvrir de manière assez dynamique le dialogue avec nos parties prenantes. Et on le fait au niveau local, on le fait en écosystème, puisque c'est Plus 1, et donc on le fait à l'international. Et on le fait dans 8 zones du groupe, dans 8 géographies, avec des business units assez pilotes. On a l'occasion de vous en parler, on en a déjà un peu parlé lors de nos bilans, et ce programme est en cours, puisque notre programme 2024-2027 sera partagé en février 2024 et on prend en compte vraiment tout ce que disent nos parties prenantes et on essaie de construire des collectifs qui vont se nourrir mutuellement et accélérer cette transformation écologique. On a le Cercle français de l'eau qui est membre de ce collectif avec Florence Demas, représentée par sa directrice générale Florence Demas, qui a choisi d'utiliser cette méthode pour dynamiser le dialogue dans un territoire. On va avoir un territoire test. Et là, le sujet, c'est l'eau potable. Donc, autant vous dire qu'il y a des enjeux et qui ne sont pas simples. Et l'idée, c'est de construire ensemble des nouveaux récits de l'eau, mais surtout de prendre en compte les intérêts des uns et des autres pour plus de concertation. Et on voit bien que la concertation, elle est essentielle pour avancer ensemble. Voilà un peu rapidement brosser l'état des lieux du projet. Donc, et en ce qui concerne la masterclass d'aujourd'hui, nous, on tient compte de tout ce que vous nous dites dans les rendez-vous précédents et on a décidé de scinder ces masterclass, donc avec le collectif Plus 1 d'origine, en 2 temps. Un temps d'inspiration, c'est la session d'aujourd'hui, pour parler des enjeux de la transformation écologique et monter en compétence sur des sujets techniques, puisque par essence, dans le collectif, on a des investisseurs, des clients, des ONG, des sous-traitants, des collaborateurs.
tout le monde n'a pas la même compétence sur ces enjeux-là. Il nous semble important de comprendre les enjeux pour être capable de dialoguer ensemble et s'inspirer. Là, on a 3 experts avec nous aujourd'hui pour bien comprendre le sujet. Et un deuxième temps, donc pour poursuivre ce travail là sur la finance durable, on va y revenir, on propose un deuxième rendez-vous plus pratique, c'est un peu les travaux pratiques. Et là, on va partir en intelligence collective en sous-groupe, comme on sait le faire dans nos sessions plus simples, pour échanger sur ces enjeux-là par thème. Et en l'occurrence, le 9 novembre, on continuera de parler de finances durables. Mais je vais laisser la place aux intervenants puisqu'on a une petite heure et le temps tourne. On a choisi aujourd'hui de parler de finances durables. Ça nous semble être le moteur essentiel et en tout cas très important pour accélérer la mise en œuvre de la transformation écologique. On a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Anne-Catherine Husson-Traoré, qui est cofondatrice et directrice générale de Novetic. Novetic, c'est l'accélérateur de transformation durable de la groupe Caisse des dépôts. Et Anne-Catherine va nous partager sa très riche et belle expérience au service de la finance durable, parce qu'elle porte haut et fort ces sujets depuis plusieurs années. On a aussi Bonjour la à chance... tous. Bonjour Anne-Catherine. On a aussi la chance d'avoir Éloan Eurard, qui est un analyste ESG climat de Candriam. Candriam, qui est un gestionnaire d'actifs pionnier dans les sujets d'investissement durable. Donc, il va pouvoir témoigner de son rôle à lui et de comment ces sujets-là sont abordés pour un investisseur. Et last but not least, on a Philippe Herman, qui est directeur de la finance durable chez Veolia et qui va expliquer de l'intérieur d'un groupe comme Veolia comment on porte les enjeux et comment on travaille avec nos parties prenantes pour être le plus vertueux possible et pousser ces enjeux de transformation écologique. Je vais donc laisser la parole à Antoine Brachet pour poursuivre l'animation de cette session. Merci beaucoup, Fanny. Je peux confirmer effectivement en préparant, que lorsqu'on a préparé tous ensemble cette table ronde avec Anne-Catherine, Philippe, Éloane et toutes les équipes, que le sujet est effectivement passionnant et avec des points de vue très complémentaires. On va rentrer dans le vif du sujet avec peut-être 2 intentions à partager d'initier les choses. La première, c'est que ce qu'on a essayé de faire en construisant cette table ronde, c'était sur la question des enjeux de la finance durable, c'est de voir comment est-ce qu'on peut être capable de rentrer dans des cas concrets sur la manière dont les choses s'appliquent, identifier des bonnes pratiques, des pièges à éviter. C'est autour de ça un peu que va s'articuler la table ronde. On commence tout de suite peut-être avec une première question, parce que faut bien définir un peu le cadre dans lequel on est. Première question pour Anne-Catherine et Philippe, hein, à vous de voir qui souhaite répondre en premier. Quelle est pour vous, quelle est votre définition de la finance durable et comment, selon vous, ce secteur a évolué dernièrement? On est dans quel cadre? Alors, je peux peut-être commencer, ne serait-ce que parce que ça fait plus de 20 ans que je pratique la finance durable. Donc, c'est quoi? Ça consiste à en fait englober toutes les pratiques financières qui consistent à intégrer d'autres critères, en particulier environnementaux, sociaux et gouvernance, donc ESG. Alors, dans la gestion d'actifs, au sens sélection des entreprises bien notées, dans la banque, choisir de prêter ou pas à telle ou telle entreprise. Donc, il y a la finance verte, ça consiste à financer plutôt des énergies renouvelables. Il y a des pratiques d'exclusion qui consistent à éviter, par exemple, d'investir dans le charbon ou dans des énergies fossiles. Donc, c'est une révolution qui a commencé dans le milieu de la finance, qui depuis les années 80 était complètement abstrait, hein, de plus en plus mathématique, à réintégrer la réalité économique dans la gestion financière. C'est à repartir de finalement c'est quoi la réalité des entreprises dans leur métier, dans leurs impacts, et d'essayer d'analyser ça en sachant que, pour faire simple, quand on est dans la finance mathématique, on est dans la science dure, donc tout est fiable, carré, précis. Quand on est dans l'analyse ESG d'une entreprise, on est certes dans l'analyse de la réalité, donc on est plutôt dans les sciences molles et dans quelque chose qui s'évapore relativement facilement. Alors, tout ça est un champ volontaire, hein. Il n'y a pas eu d'obligation de faire de la finance durable, mais ça s'est développé parce que ça répond à un besoin. C'est à la fois avec la montée de la crise climatique, des problèmes de limites planétaires, de destruction de la biodiversité. L'idée, c'est que si on ne regardait que les données financières, bah, finalement, on n'avait qu'une petite partie de mesure de l'impact des entreprises. Donc, c'était important de mieux comprendre leur réalité. Alors, tout ça s'est construit vraiment totalement spontanément. Donc, du coup, on a aujourd'hui
un big data de données ESG, et il y a des cadres qui se sont posés progressivement depuis 20 ans. Alors en 2006, il y a une initiative portée plutôt par les Nations Unies qui s'appelle les Principes pour l'investissement responsable, qui rassemble, et c'est un moyen de savoir quels sont les grands acteurs financiers engagés dans ces démarches. Donc, c'est des principes, et tous ceux qui adhèrent s'engagent à intégrer des critères ESG sur l'ensemble de leur gestion d'actifs. Donc, vous imaginez l'effet de levier. En 2015, là où ça a pris vraiment énormément d'ampleur, c'est donc l'accord de Paris, ça vous le savez. Et à partir de 2015, les acteurs financiers ont commencé à prendre des engagements climat. Alors, qui se résumaient pour l'essentiel au début à réduire leur empreinte carbone, qui était mesurée là aussi de façon très empirique, souvent uniquement au scope 1, c'est-à-dire émissions directes des entreprises qu'ils avaient en portefeuille, et puis de l'autre côté, à exclure des activités qui sont nuisibles au climat, pour l'essentiel sur le charbon. Tout ça s'est sophistiqué petit à petit, et l'Union européenne, en 2018, a décidé de faire une stratégie de finance durable qui est en fait partir de la finance pour évidemment mobiliser le plus d'actifs possible au service de son Green Deal. L'idée étant que, et on tourne autour de ça, et c'est ce qui explique souvent que tout ça n'est pas très clair, à ce stade, on n'est pas encore arrivé, sauf dans l'automobile peut-être, à dire une activité doit se faire comme ça pour être durable. Donc on part plutôt sur des effets de levier de partie prenante, on est en plein dans ce genre de mécanisme. Et donc si la partie prenante, actionnaire et investisseur, est dans la finance durable, eh bien elle est censée exclure les entreprises qui ne veulent pas entendre parler de tout ça, maximiser ses investissements dans celles qui sont en train, soit qui ont déjà transformé leur modèle, soit celles qui sont en train de le faire, et pousser toutes les autres, c'est-à-dire le gros du secteur économique, à vraiment transformer son modèle, faire transition, c'est-à-dire atteindre le Green Deal, respecter l'accord de Paris. Inutile de vous dire qu'on a encore beaucoup de travail. Merci beaucoup, Anne-Catherine. Philippe, est-ce que vous voulez compléter? Alors, pour compléter, effectivement, mais Anne-Catherine a déjà dit énormément de choses. Très concrètement, chez Veolia, tout ça a un peu commencé par la performance plurielle. Parce que lors de notre mise en place de la performance plurielle en 2020, eh bien, nous avons mis sur le même plan la finance et tous les autres axes ESG. Ce qui était déjà une première démarche dans la finance durable, en n'ayant plus d'un côté la finance et puis le reste, le non financier, l'extra-financier d'un autre. Ça a été une première étape, mais qui a été suivie, et ça c'est intéressant, Anne-Catherine a mentionné la taxonomie, par finalement l'abolissement des frontières entre la finance et l'ESG, les différentes dimensions ESG. Dans la taxonomie, finalement, juste pour résumer ça en deux phrases, ça consiste à refaire la clôture financière d'une entreprise, c'est-à-dire finalement le diagnostic de sa santé financière, mais en mettant des feux verts et des feux rouges sur les flux financiers, conditionnés par sa performance environnementale et sociétale sur ces différents flux financiers, sur les différentes activités qu'elle exerce aux quatre coins du monde. Eh bien, ça, finalement, c'est quelque chose auquel on n'était pas habitué. Ça permet de mixer la vue à la fois financière et la vue de contribution environnementale dans une même vision. Donc ça a été une vraie prise de conscience et une vraie avancée pour aller vers une performance plus intégrée, plus complète de la durabilité. Alors, on se rend compte également qu'au-delà des activités et des enjeux que permet de mesurer la taxonomie, nous attend également un système de reporting que nous essayons activement de mettre en place en ce moment, parce que c'est demain, c'est le nouveau reporting CSRD. Très complexe, mais on va lui donner beaucoup de sens chez Veolia, et grâce à la parole des parties prenantes en tout premier lieu. Et que nous dit la CSRD? Ben, elle nous dit de parler de nos impacts, d'impact sur le monde extérieur, d'impact sur l'entreprise et son business, et de ce que nous faisons face à cet impact. Donc finalement, la finance durable est une façon de combiner à la fois l'impact ESG dans sa globalité, la dimension financière, et à travers privilégier, financer des activités
qui contribuent à la transformation écologique. Ça, c'est la taxonomie, mais aussi encourager tout le monde à discloser, à dévoiler ce qu'il fait face aux différents problèmes et à leur donner une métrique, à les mesurer. Et la mesure est très, très importante. Voilà. Merci beaucoup. En vous écoutant tous les deux, c'est marrant parce que je rebondissais je repensais à vos premiers propos, Anne-Catherine. J'ai l'impression qu'en fait, on passe des maths à la philo, puis on remet des maths, donc il faut remettre de la philo. Voilà, c'était très financier. On intègre autre chose. Du coup, dans cette intégration d'autre chose, c'est un peu intangible. Donc, ça devient CSRD plein de fichiers Excel partout dans tous les sens. Et du coup, il faut redonner du sens derrière tout ça. On voit un peu la suite logique. C'est assez passionnant. Euh, j'ai je me permets de m'interrompre parce que je vois qu'on a posé une question sur le chat. Donc, je vous la pose telle quelle. Euh, quel intérêt et quelles contraintes trouve Veolia à aller vers donc plutôt sans doute pour vous, hein, Philippe, aller vers des investisseurs verts plutôt que vers des investisseurs classiques? Comment Veolia intègre les coûts de transaction associés? Je vous pose la question en live. Alors ensuite, si on n'a pas de réponse spécifique, on n'a pas, hein, on va pas, mais voilà, mais votre avis sur le sujet. Vers des investisseurs verts. Alors, quand on a de plus en plus de projets verts et la motivation des investisseurs est de plus en plus majoritairement, même si elle n'est pas totalement orientée dans le monde entier vers l'ESG. Nous, on travaille en écosystème avec nos partenaires financiers et c'est vrai qu'on aime bien trouver des investisseurs qui essayent de comprendre nos projets et qui du coup, vont se mobiliser pour leur apporter un meilleur financement, un financement qui ait du sens. On a plein d'exemples de projets menés avec des clients pour lesquels il y a un financement, alors que ce soit de Veolia ou du client, mais pour aller plus vite dans la transformation écologique et que les investisseurs verts ont réellement un rôle à jouer là-dedans. Donc on pense que sur le financement de projets, le financement de projets de verdissement du monde, les investisseurs verts jouent un rôle extrêmement actif. Et d'ailleurs, nous avons en interne à Veolia une cellule d'ingénierie financière, permettant de mobiliser ce réseau de partenaires, d'écosystèmes financiers pour permettre d'accélérer finalement ces transformations écologiques sur les différents projets qui nous viennent par nos clients, par nos parties prenantes, en fait, on le verra tout à l'heure, mais par tout un écosystème, cette fois-ci, non plus de partenaires financiers, mais de partenaires tout court dans les domaines de l'activité économique, voilà, là où on est installé. Merci. Antoine, je peux peut-être aussi Oui, allez-y. poser juste une petite définition de ce qu'est quoi un investisseur vert. Parce qu'il y a certes des pure players, mais qui sont des petits acteurs hein, qui n'investissent que et qui sont en général dans le non-coté, par exemple que dans les énergies renouvelables ou autres. Le gros des troupes est plus, pas vraiment des investisseurs verts, mais des grands institutionnels de long terme. Alors, ça peut être des fonds de pension, des assureurs, par exemple en France, la Caisse des dépôts groupe auquel appartient Novetic, et qui, en gros, parce qu'ils sont des investisseurs de long terme, sont en train de réorienter leur portefeuille vers des modèles plus verts ou vers le verdissement de modèles actuels, parce qu'ils pensent que les risques associés à une économie trop brune sont énormes et qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui seront ou plus là ou dans un état financier très inquiétant assez rapidement, c'est-à-dire à un horizon 5, 10, 15 ou 20 ans. Et donc, c'est aujourd'hui la question, puisque ces grands institutionnels sont évidemment ceux qui investissent massivement sur les marchés. Hein, c'est plus eux la cible que les particuliers. Et donc, ils ont besoin, et ça vous permet d'avoir des volumes d'investissement qui sont importants. Je vous donne juste un exemple qui ne concerne pas Veolia, mais EDF. Quand EDF, il y a plus de 10 ans maintenant, a lancé son premier Green Bonds, qui fléchaient uniquement les énergies renouvelables, ça leur a permis que de nombreux investisseurs qui excluent le nucléaire en Europe du Nord puissent acheter cette Green Bonds. Et donc, ça leur a apporté, les Green Bonds sont aujourd'hui un peu moins avec la crise, mais sont largement sursouscrits. Et pour aussi terminer là-dessus, parce que
ces investisseurs doivent eux-mêmes reporter, comme l'expliquait Philippe, en fonction de la taxonomie, et ils doivent eux-mêmes reporter sur la part de leurs investissements verts. Donc, c'est une espèce de cercle vertueux qui est en train de s'installer dans un relatif désordre, mais on avance vers le bon cap. Merci beaucoup. Effectivement, c'est pas toujours évident de créer un cercle vertueux autour de ces sujets-là. La question était pertinente et merci pour vos réponses. Pour justement voir si dans ce cercle vertueux, il y a quelque chose qui est aussi de l'ordre en termes d'ingrédients. Est-ce que le dialogue partie prenante peut y contribuer? J'aurais une question peut-être ouverte à tous, peut-être Elouane pour commencer, qui ne s'est pas encore exprimée. La question serait comment est-ce que justement le dialogue partie prenante peut se mettre au service de la finance durable? Et notamment, si vous avez des cas concrets à partager, n'hésitez pas. Ouais, bien sûr. Du coup, moi, je me présente. Moi, c'est Eloane. Bon, mon Zoom est un peu capricieux, donc j'ai pas de fond. Parfois, je me déconnecte. Donc, si jamais ça arrive, juste attendez que je me reconnecte. Donc, moi, je travaille en tant qu'analyste biodiversité. Et effectivement, mon rôle, ça va être en fait d'amener la biodiversité dans le dialogue avec les entreprises dans lesquelles on investit en tant que justement investisseur. Alors, du coup, comment justement la biodiversité, on la prend en compte lorsqu'on dialogue avec des entreprises? Alors, dans le milieu de la finance durable, en règle générale, il y a plusieurs manières d'aborder cette question. La manière là, pour l'instant, qui se développe beaucoup, une approche, c'est une approche par activité. Donc, c'est-à-dire qu'on va regarder les secteurs d'activité d'une entreprise et on va regarder ses revenus par pays, par secteur d'activité. Par exemple, je vais prendre une entreprise qui fait du cuivre, donc qui opère des mines de cuivre. Je vais savoir qu'elle a gagné 10 millions de dollars en vendant du cuivre en Chine. Donc, je sais que le cuivre, ça vient en moyenne d'Australie, du Chili. Je sais que ça consomme je sais que ça consomme de l'eau, de l'énergie. Et après, j'ai une suite d'algorithmes qui, à la fin, me donnent un score biodiversité. Bon, si je vous dis par exemple que Danone a un score biodiversité de 45, bon, au final, on a dit bien peu de choses avec ça. Donc en fait, l'idée, c'était de ramener justement la nature, la biodiversité dans la discussion en abordant le problème comme il devrait être abordé, c'est-à-dire localement. La biodiversité, c'est un problème local. Vous n'êtes pas sans savoir d'ailleurs que la biodiversité, c'est justement, on assiste actuellement à un effondrement de la biodiversité. On parle même de sixième extinction actuellement. C'est vraiment un sujet qui malheureusement arrive un peu trop tard peut-être dans la discussion avec les entreprises. Et donc, comment on fait? En fait, on va avoir une approche par actif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est par exemple, je reprends mon exemple de société minière. Je vais regarder toutes les mines que cette société possède et je vais les placer sur une carte. Donc, j'ai une carte avec les mines de la société. Et sur cette carte, je vais faire un millefeuille d'autres cartes. Donc, c'est-à-dire, je vais rajouter la carte du stress hydrique, la carte des zones protégées, la carte des espèces protégées, la carte des populations locales et autochtones. Et en fait, avec tout ça, je vais avoir ce millefeuille de cartes qui me permet d'avoir justement pour chaque opération l'état de l'écosystème dans lequel cette entreprise opère. Et ensuite, dans la discussion avec cette entreprise, on peut ajouter des parties prenantes auxquelles on n'aurait pas pensé à la base si on avait juste un score un peu agrégé à l'échelle de l'entreprise. Par exemple, on a une société qui opère une mine à côté d'une zone protégée. Et ben dans la discussion, on va avoir cette société et les opérateurs de cette zone protégée. Quels sont les éléments mis en place par cette entreprise? Est-ce que la politique de l'entreprise répond à ce risque? On peut avoir la même chose avec une entreprise minière, pareil, toujours, parce qu'elles ont beaucoup d'impact. Alors, c'est très facile à prendre. Comme exemple, alliez-vous dire, je pense. Vous avez été coupé un bref instant, Ah, j'ai Eloane. coupé. À quel moment? Stress hydrique. Ah, ok, d'accord. Moi, je prends ma mine qui opère dans une zone de stress hydrique. Et bah, s'il y a des gens qui vivent à côté, parce qu'il y a des gens qui peuvent y vivre. Alors, si ça recoupe, je ne sais pas si vous m'entendez, peut-être Vanda mettre dans le chat à Elouane. Peut-être que même sans visio, je pense que la visio doit lui prendre, enfin, l'écran doit lui prendre de la bande passante. Caméra. Et je pense sans caméra, ça peut être pas mal. Peut-être un mot en complément, et puis on récupérera Elouane juste après, de la part de Anne-Catherine ou Philippe, sur justement, on va vers le niveau local, on a compris l'histoire du millefeuille. Est-ce que vous voyez d'autres éléments sur comment est-ce que le dialogue partie prenante finalement peut aider la finance durable? Mais peut-être pour compléter ce que dit Loin avant qu'il revienne, Je crois que je en suis un peu fait, ce nu. qui est très intéressant, c'est que finalement, tout ça était assez conceptuel il y a 20 ans voire encore il y a 10 ans. Et aujourd'hui, on est en train d'entrer dans une nouvelle ère où les risques environnementaux sont en train de se matérialiser de façon tellement concrète, à la fois par les événements climatiques extrêmes, hein, ne serait-ce que pour les États-Unis, on en a plus pratiquement 25
depuis le début de l'année qui coûtent chacun 1 milliard de dollars. Donc, les modèles des assureurs sont bousculés. Donc, il y a des questions d'adaptation. Par exemple, le scénario de Paris où il va faire 50 degrés très rapidement. Vous imaginez bien toutes les questions que ça pose sur les immeubles, mais pas que ça, hein, sur, par exemple, le traitement de l'eau, si elle est trop chaude et trop régulièrement, ça produit d'autres processus chimiques. Donc, on est vraiment dans un moment où, et ça a un rapport avec la finance durable, c'est-à-dire que tout ce qui a été développé depuis 20 ans et le type de modèle sur lequel travaille par exemple Elouan, qui est assez complexe techniquement parlant, aide à se repérer. Alors, côté investisseur de la finance durable, bah, ça leur permet d'évaluer des risques. Côté entreprise, ça leur permet aussi de se rendre compte à quel point elles doivent transformer leur modèle. Et en fait, ce qu'apporte la finance durable, c'est pour ça que c'est intéressant que vous fassiez ça aujourd'hui sous cet angle-là, c'est le fait que, les entreprises doivent vraiment prendre conscience de la nécessité de transformer leur modèle. Dans le cas de Veolia, c'est déjà en cours, mais du coup, l'intérêt, c'est de savoir qu'il y a beaucoup de types d'investisseurs qui ont besoin, enfin, qui s'intéressent à ce type d'entreprise. Donc, on peut valoriser ça puisqu'aujourd'hui, surtout si on sort des grandes entreprises cotées, beaucoup d'entreprises ne se rendent pas du tout compte du fait que les investisseurs, les capitaux risqueurs, ont changé de modèle. Les PME ou ETI, quand je les rencontre, sont toujours très étonnés de voir qu'on s'intéresse à leur politique de développement durable, RSE ou autre, quand on est un capital risqueur, bah parce qu'en fait, on pense qu'on réduit son risque. Si une entreprise a bien mis en place ce genre de politique, si elle a bien identifié ses risques. Parce que ce que Elouan disait, c'est par exemple dans plein d'activités, le cuivre certes, mais beaucoup d'autres, si vous avez plus d'eau, vous devez arrêter. Si vous avez une énergie trop chère, vous devez arrêter. L'hiver dernier, un certain nombre d'usines ont fermé leurs portes parce qu'elles produisaient à perte. Donc les questions d'énergie, d'eau et plein d'autres sujets, la question des déchets aussi, sont des sujets qui aujourd'hui peuvent vraiment compromettre l'opérationnel de telle ou telle entreprise et donc ses résultats. Et c'est d'où le lien avec les investisseurs de long terme qui s'inquiètent de voir un certain nombre d'entreprises stoppées dans des élans de développement qui n'ont pas de base solide environnementale et sociale. Et loin, parce que je n'ai pas trahi votre pensée. Non, ça va, mais effectivement, là, c'est un peu capricieux. J'espère que ça sera un peu plus stable sur la suite. Après, Philippe, si vous voulez aussi peut-être Oui. ajouter un mot avant qu'on... Bah écoutez, moi, la vision que j'en ai, c'est que la finance s'est invitée à peu près à tous les leviers de la transformation écologique. Je vais prendre quelques exemples. D'abord, et le dialogue partie prenante. Si on prend la partie prenante actionnaire aujourd'hui, la préoccupation du climat est omniprésente et la sortie du charbon est omniprésente. La toute première priorité, c'est de nous dire, mais attendez, vous avez encore quelques usines qui marchent au charbon, quand les transformez-vous? Et là-dessus, bien sûr, on a une attitude de groupe responsable, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas de vendre ces usines, mais c'est bien de les transformer. Donc là, la finance durable est un aiguillon, et le dialogue partie prenante un aiguillon pour nous pousser à bouger. Et on a un plan d'investissement d'ailleurs de 1,5 milliard d'euros en quelques années pour sortir de ces usines au charbon et les transformer dans des productions d'énergie beaucoup plus durables. Deuxième exemple, cette fois-ci du côté des municipalités. On a cité toutes les catastrophes climatiques qui peuvent arriver, y compris d'ailleurs le stress hydrique en France. Qui aurait dit il y a quelques années que la France serait un pays complètement stressé hydriquement? Eh bien, le dialogue partie prenante avec les municipalités, ça permet d'abord de comprendre ce qui se passe, de discuter des solutions, de discuter de la réutilisation de l'eau, qui était un sujet qui jusque-là était tabou en France, de rassurer sur le fait que les solutions vont marcher, de financer des projets également, et finalement de déclencher la mise en place de solutions plus rapidement que si chacun restait sur son quant à soi. Mais si on franchit encore un pas plus loin, eh bien, c'est également la discussion en écosystème, et pas seulement en bilatéral entre, par exemple, une municipalité et Veolia, mais en écosystème avec, par exemple, un territoire qui voudrait implanter des entreprises sur son territoire et pour lesquelles une entreprise peut être source de déchets qui vont être des ressources pour les autres. Veolia peut jouer un rôle positif là-dedans, bien évidemment, positif à travers son expertise technique,
aussi son expertise financière pour faire l'ingénierie et du financement de ces projets à travers le recours à des banques qui financeraient préférentiellement des projets verts. Aujourd'hui, les banques sont extrêmement regardantes sur le financement des projets. Il faut savoir, par exemple, qu'on a de plus en plus de mal à travailler sur certaines zones du monde où on a encore du charbon. Donc, vous voyez, le financement par les banques n'est plus une fausse garantie comme ça, sans qu'il y ait de garantie environnementale derrière. Eh bien, le financement par les banques, le financement par des fonds verts, le financement par des subventions. Les subventions aussi sont des choses pour lesquelles il faut absolument les utiliser parce qu'elles sont là pour ça. Et pour les utiliser, eh bien, avoir une expertise technique permettant de démontrer le sérieux, la fiabilité des solutions mises en œuvre. Voilà, donc la finance durable, elle est un peu à tous ces étages. Alors, elle est également là pour pointer du doigt, beaucoup plus que dans le passé, finalement, qui peut quoi à l'évolution, à la transformation du monde. L'exemple, c'est que dans notre URD, on s'est rendu compte d'une chose. Jusqu'à aujourd'hui, finalement, on rend compte de notre impact, de la pollution qu'on génère, des tonnes de CO2 qu'on émet, mais sans trop se poser la question, parce que l'URD était plus une photographie instantanée qu'une dynamique de transformation, eh bien, on se rend compte que qui a les leviers en main pour faire bouger la situation n'était pas vraiment très, très explicite. À travers la CSRD qui arrive, eh bien, il y a toute une pédagogie qui peut se mettre en place pour mieux dire finalement que sur beaucoup de situations, le jeu ne peut pas se faire tout seul. Le jeu doit se faire à plusieurs. Par exemple, quand la municipalité détient une usine et que chez Veolia qui l'exploite, eh bien, il faut que les deux se mettent d'accord pour financer les transformations nécessaires, apporter les solutions. Et donc, chacun a un rôle à jouer, nous, d'identification des solutions et de pédagogie, et puis la municipalité de prise de conscience et de financement. Donc, ce jeu et cet impact, eh bien, on va beaucoup mieux le jouer dans le futur parce que ça va être plus transparent, ça va être beaucoup plus pédagogique. Et enfin, je voudrais citer une dernière partie prenante qu'on oublie très très souvent, c'est la nature. Alors, en mentionnant un aiguillon qui nous arrive par la finance durable, mais là où est la nature et qui donne la parole à la nature, c'est finalement qu'à travers la taxonomie, eh bien, nos exploitations sont obligées, partout dans le monde, de se poser la question de savoir si on a fait ce qu'il faut du point de vue de la biodiversité, etc. Ce qui est une question tout à fait salutaire pour l'avenir du monde, l'avenir durable du monde. Et très concrètement, ça amène dans des zones du monde comme l'Amérique du Nord, qui n'est pas spécialement pionnière en matière de réglementation biodiversité, eh bien, ça nous amène à nous poser des questions de biodiversité sur nos grosses installations, à mettre en place des plans d'action, à les accélérer, ces mises en place, puisqu'on les aurait mises en place de toute façon, mais à plus ou moins long terme. Et là, en fait, on est dans l'accélération et la priorisation de ces plans d'action. Donc, la nature est également, à travers la finance durable, une partie prenante qui a la voix ou chapitre autour de la table. Merci beaucoup. Je, je suis également chargé d'être gardien du temps, donc je fais un peu attention au temps qui s'écoule pour qu'on ait le temps sur la partie de récap. Il nous reste 5-6 minutes. Il y a beaucoup de questions, donc essayons d'être brefs aussi sur les questions suivantes. Là, moi, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est il y a quelque chose qui évolue, qui est de l'ordre de la redevabilité, hein, dans la manière dont on analyse les choses, et puis quelque chose qui est de l'ordre du multilatéralisme. On doit fonctionner à plusieurs et fixer de nouvelles règles du jeu. J'ai l'impression que c'est déjà une partie des réponses à la question que j'allais poser, mais ça m'intéressera d'avoir d'autres éléments. La question, c'était si justement on essaie de mettre en place un dialogue partie prenante au service de la finance durable, est-ce qu'il y a des erreurs techniquement que, selon vous, il faut absolument éviter? Par exemple, ne pas mettre en place de système de redevabilité. Mais il y en a sans doute d'autres que vous avez les uns et les autres en tête. Si vous voulez vous exprimer à ce sujet. Alors, moi, je peux essayer, du coup, si j'espère que ça ne va pas couper. En tout cas, on vous entend bien pour l'instant. Ok, bon, bah, c'est déjà, c'est déjà ça.
Oui, moi j'ai juste partagé du coup une discussion qu'on a eue qui illustre vraiment une des erreurs qu'il faut éviter. C'est on a discuté il y a quelques semaines maintenant avec une entreprise qui avait pour projet de faire une mine en fond marin. Vous allez dire encore une mine, bon. Et du coup, c'était une mine en fond marin. Il faut savoir ce que c'est. En gros, là, c'était de l'exploitation de nodules. C'est, pour simplifier, on fait descendre un énorme tank qui, en fait, est un aspirateur qui va racler le fond marin pour justement récupérer ces nodules polymétalliques. Bon, pour nous, c'est une activité extrêmement dommageable. Il faut pas faire ça. Mais ce qui était intéressant, c'était du coup dans la discussion qu'on avait avec cette entreprise qui nous disait que tout allait bien, puisqu'en fait, ils allaient faire du biodiversity offsetting. C'est quelque chose qu'on commence à observer de plus en plus. C'est du crédit biodiversité, en fait. Sauf que quand on sait un peu le devenir des crédits carbone, on sait également les controverses qui y sont associées. Je vous laisse imaginer ce que ça peut donner avec des crédits biodiversité où on va juste planter des arbres pour détruire des fonds marins. On voit bien que ça n'a pas forcément de sens. Et donc, en fait, une des erreurs à éviter, c'est ça, c'est en fait d'avoir les priorités aux bonnes places. C'est-à-dire, c'est pas nous qui l'avons inventé, il y a une association d'ONG qui s'appelle le Science-Based Target on Nature, qui justement a posé un cadre qui est d'abord on évite, ensuite on réduit, à la fin, si on n'a pas pu ni éviter ni réduire, on régénère et on restaure. Et il y a pas cette histoire d'ailleurs de compensation, hein. Là-dedans, ça n'existe pas, ce n'est pas là-dedans. C'est les crédits biodiversité pour l'instant, ils n'ont aucune valeur. Et c'est ça. En fait, il faut d'abord éviter, puis réduire, et enfin on restaure. Et dans la discussion, ça devrait arriver dans cet ordre-là, avec ce niveau de priorité-là. C'est ça, en fait. Merci beaucoup, Elouane. Une erreur à éviter, peut-être, Alors, Catherine. moi, je veux bien prendre le relais et surtout faire écho à ce que vient de dire Eloane. C'est-à-dire finalement, la plus grande erreur, c'est de vouloir financiariser la finance durable, si je puis me permettre. Donc, pourquoi on compense en fait? Parce que la logique des entreprises, c'est de dire, bah, je vais pouvoir continuer à faire ce que je fais. J'ai mesuré mon empreinte carbone ou mon impact biodiversité. Je vois que c'est pas terrible, donc je vais transformer ça en chiffres pour que ça puisse être neutre. Mais c'est une abstraction. Ce que disait très bien Eloane, alors, il y a une grande affaire en ce moment, c'est l'A69 dans le Tarn. Et en fait, la problématique se pose sur un chantier où on va raser des arbres centenaires, donc sont un patrimoine naturel énorme. Et puis, on va replanter 3 arbres derrière. Alors déjà, ça pose un problème parce que de toute façon, ces arbres, avant qu'ils soient des arbres centenaires, par définition, il va se passer au moins un siècle. Deuxièmement, ça ne peut pas être équivalent. Planter un arbre, ce n'est pas le même patrimoine naturel qu'un arbre qui est là depuis 150 ans, quelle que soit son espèce. Donc là où je veux en venir, c'est que tant qu'on veut absolument tirer, pour reprendre ma métaphore de tout à l'heure, vers des tableaux Excel et des abstractions, des données qui sont en fait très concrètes, qui sont le volume d'eau disponible, qui sont des arbres centenaires et leur capacité non seulement à capter du CO2, mais aussi à faire de la diversité génétique, enfin, de la biodiversité à tous les sens du terme. Dans les logiques d'écosystème, là, il y a un vrai danger. Et finalement, ça c'est une première erreur, donc c'est d'essayer de trouver, de faire entrer dans des modèles ce qui n'y arrive pas. Et autour de la biodiversité, ce qui est intéressant, c'est que ça fait plusieurs années maintenant qu'on explique que la biodiversité et la nature n'est pas assez prise en compte dans la finance parce qu'on n'a pas l'indicateur, le sort de Graal, qui est la tonne de CO2. Mais même la tonne de CO2, est-ce qu'on mesure parfois des scopes 1, 2 ou 3, c'est-à-dire des émissions directes, des émissions liées à l'énergie ou des émissions indirectes? Sur la nature, par définition, trouver un indicateur qui agrège toutes les dimensions de l'eau, des arbres, et de la nature dans toute sa diversité, c'est l'exemple que donnait Élon était tout à fait juste. Là, on va avoir un problème. En revanche, il faut qu'on arrive à travailler sur les impacts réels. Et donc, je vous renvoie à l'exemple donné par Élon. Dernière erreur aussi à ne pas commettre, c'est de croire que finalement, la finance fait tout parce qu'elle a des volumes d'actifs absolument considérables. On a vu des volumes d'actifs qui se comptent en dizaines de milliers de millions de milliards s'engager, prendre des engagements climat. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les émissions de gaz à effet de serre globales dans le monde continuent à augmenter. Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas changé le modèle. Il ne suffit pas que des investisseurs ou des actionnaires, même très importants d'un certain nombre d'entreprises, prennent d'autres orientations pour qu'ils le fassent vraiment déjà, en particulier sur l'existant, sur ce qu'on appelle le stock, sur ce qu'ils ont déjà, premièrement. Et puis, deuxièmement, ça ne suffit pas puisqu'ils n'ont pas vraiment forcément le pouvoir de transformer des entreprises qui n'en prennent pas l'initiative.
Merci beaucoup, Anne-Catherine. Tout ça est passionnant. Je suis dans un état compliqué parce que, il y a plusieurs questions qui apparaissent qui seraient hyper intéressantes de traiter. Et je me demande comment est-ce qu'on peut faire parce qu'il y en avait une sur le chat. On peut prendre encore 1 ou 2 minutes sur une question. Je pense que derrière, les questions, on va les garder et je pense si si ça vous convient, Elouane, Philippe et Anne-Catherine, on pourra peut-être prendre un petit temps ensemble pour y répondre, même a posteriori, pour envoyer les réponses à tout le monde. On ne va pas pouvoir tout traiter maintenant. Euh, on avait une question qui date sur le Menti qui était qu'est-ce que la CSRD va impliquer sur le dialogue partie prenante? Si vous avez un avis là-dessus, je pense que cette question est intéressante. C'est quoi l'impact direct sur ce sujet du dialogue partie prenante? Et puis, on en a deux dans le chat. Une autour de la partie prenante client, vous y avez accès, l'associé à l'évolution des modèles. Et une autre sur comment la finance durable aborde-t-elle les éventuelles contradictions entre l'injonction de marché pour une croissance, évidemment, et la préservation de la nature. Donc là, Et qui donc, veut nous... on a 1 heure de plus de débat, c'est ça? Parce que, Voilà. alors, Donc, je en vous fait, propose une micro-réaction. La CSRD va apporter la normalisation de la donnée, normalement. C'est-à-dire qu'on va probablement, et pour les parties prenantes, quelles qu'elles soient, c'est très important, mieux pouvoir comparer au sein d'un même secteur les entreprises sur des critères, par exemple leurs émissions de gaz à effet de serre ou des sujets environnementaux plus nature ou même des sujets sociaux. Parce que pour l'instant, même sur des sujets comme la parité homme-femme ou autre, on a assez peu de données, puisqu'en fait, les entreprises sont obligées de les fournir, mais dans leurs bilans sociaux, et la plupart ne les publient pas. Donc, avec la CSRD, on aura quand même beaucoup plus de données normalisées, stabilisées, qui nous permettront de savoir un peu où on en est. Dans le débat, alors, l'ISSB, CSRD, c'est un débat en fait crucial, alors plutôt entre une culture américaine et une culture européenne. La CSRD défend ce qu'on appelle la double matérialité. Pour faire simple, c'est à la fois les impacts de l'activité de l'entreprise sur l'environnement, par exemple, mais aussi à quel point le risque environnemental pèse sur le modèle économique des entreprises. Prenons le secteur pétrolier. Par définition, comme son métier est incompatible avec l'accord de Paris, on peut imaginer qu'à un moment, il va d'abord avoir un risque de matérialité très fort. Et l'ISSB sert à mesurer ça. En revanche, si on n'intègre pas la double matérialité qui est prévue par la CSRD, le fait que par son métier de pétrole, d'exploitation pétrolière, il contribue à aggraver le changement climatique n'est pas intégré. Alors, c'est une bataille qui a pris une nouvelle ampleur, puisqu'Emmanuel Faber, qui est le patron de l'ISSB, vient de publier une tribune qui a été très vue et très relayée pour attaquer la double matérialité comme une vision de doudingue. Alors, les doudingues, c'est tous les Européens quand même. Et surtout, le problème, c'est qu'en fait, sous des mots compliqués, ça se cache une seule chose, c'est quel est l'impact de l'activité de l'entreprise. Et tant qu'on ne mesurera pas l'impact de l'activité de l'entreprise, en fait, tout ça n'est pas très intéressant. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument défendre la double matérialité, même si c'est compliqué, même si c'est difficile à faire entrer dans des tableaux Excel. et je pense que c'est effectivement un débat qui nous animera sans doute pour la masterclass, lors de la masterclass numéro 2 qui aura lieu le 9 novembre. Ah, Philippe, vous vouliez intervenir. Deux Allez-y. phrases. Je vous promets d'être bref. Deux phrases. Pour moi, la double matérialité, pour faire écho à Anne-Catherine, c'est la double durabilité. C'est vraiment la durabilité à la fois et conjointe et qui ont partie liée du monde extérieur et de l'entreprise. Donc ça devrait intéresser tout le monde, y compris les investisseurs. Et la deuxième chose, et faire écho sur la CSRD et les parties prenantes, c'est que la CSRD prévoit explicitement que les parties prenantes sont à interroger et sont à prendre en compte dans la matérialité de l'entreprise.